Bonjour, bienvenue dans la formation autoportante Je goûte, j'apprends. Mon nom est Lucie Lorrain. Je suis diététiste nutritionniste et chargée de projet à l'Association québécoise de la garde scolaire. Ça me fait plaisir de vous présenter cette formation-là. Il s'agit de l'essentiel de la formation pour des contextes de repas plus conviviaux que j'offre en présentiel auprès du personnel de la garde scolaire. Dans cette formation qui dure environ 1 heure, vous retrouverez les vidéos qui sont déjà diffusées sur la chaîne YouTube de la QGS. J'en profite pour remercier la nutritionniste Stéphanie Côté qui les a réalisées avec rigueur et dynamisme. Cette formation vise à ce que tous les gestes qui sont posés et que tout ce qui se dit aux élèves et aux parents sur l'alimentation soit cohérent, positif et selon les pratiques qui sont reconnues efficaces. Si vous souhaitez avoir une période de repas et de collation agréable et éducative à l'école, cette formation autoportante est faite pour vous. Il y a 3 modules concrets dans cette formation-là. Le premier étant l'encadrement éducatif lors des repas. Le deuxième est comment favoriser des comportements alimentaires sains. Et le troisième étant comment encourager la saine alimentation à l'école. Manger ensemble à l'école permet aux élèves de socialiser, de faire certains apprentissages sociaux, émotionnels et moteurs, et évidemment d'acquérir de saines habitudes alimentaires. C'est en adoptant des interventions éducatives et de style démocratique que les adultes présents lors des repas et des collations vont favoriser les apprentissages. La vidéo sur la prochaine diapositive met en lumière l'importance de l'ambiance durant ces périodes-là. Le moment du repas à l'école est bien sûr l'occasion de se nourrir, mais aussi d'apprendre et de socialiser. Pour ce faire, le repas doit être agréable. Voici quelques pistes pour qu'ensemble, personnel du service de garde et élèves créent un environnement calme et convivial au repas, propice à l'adoption de saines habitudes alimentaires et au bien-être de tous. Accueillez les enfants chaleureusement avec un sourire en mentionnant leur nom. Prenez place à table avec eux lorsque c'est possible et suscitez des discussions plaisantes pour favoriser les échanges et créer un environnement agréable. Vous pouvez par exemple demander simplement à un jeune ce qu'il aime le plus dans son lunch et pourquoi. Donnez l'exemple par des comportements qui favorisent la saine alimentation. Orientez vos messages vers les aliments sains à prioriser plutôt que de pointer du doigt ceux à limiter. Évitez de parler de bons ou de mauvais aliments. Il y a plutôt des aliments à manger quotidiennement parce qu'ils sont nutritifs et d'autres à l'occasion parce qu'ils le sont moins. Ayez une attitude positive face aux aliments. Miam, ça a l'air bon. Parlez du plaisir de manger ensemble et de cuisiner. Invitez les enfants à respecter les goûts et les préférences de leurs camarades. Après avoir été attentifs et calmes en classe, c'est normal qu'au moment du dîner, les enfants aient envie de placoter, de rire avec leurs camarades. Ils ont beaucoup d'énergie à dépenser, des émotions à exprimer et des tensions à libérer. Ils doivent bien sûr distinguer le moment du dîner de la récréation et respecter les règles de vie. Cependant, les consignes pour cette période de la journée peuvent être plus souples qu'en classe. Permettez aux enfants de discuter tout en leur enseignant à parler doucement et calmement. Les discussions entre eux contribuent à enrichir leur expérience alimentaire et leur habileté sociale, en plus de rendre le moment du repas plus plaisant. Trop de vacarme risque de couper l'appétit de certains et perturber les échanges et d'être irritant pour tous. Pour limiter les décibels, misez sur les trucs suivants. Demandez aux enfants de s'adresser uniquement aux camarades de leur table et de respecter le droit de parole de chacun. Éliminez les bruits inutiles lors du repas, par exemple en minimisant les déplacements des jeunes. Une musique calme peut aider les enfants à garder le contrôle sur le bruit qu'ils génèrent.
Assurez-vous toutefois que les enfants l'apprécient et que le volume de la musique soit faible. Adoptez vous-même un ton doux et calme. Pour encadrer les élèves, enseignez-leur les comportements que vous attendez de leur part. Utilisez des explications claires et des démonstrations et montrez-leur l'exemple. Des exemples de comportements à encourager ou à féliciter sont par exemple s'asseoir durant le repas, manger proprement, demander la permission pour se lever, ne pas lancer de nourriture, nettoyer ses dégâts, disposer de ses déchets selon les mesures en vigueur à l'école. L'apprentissage des codes et des valeurs de la société québécoise peut demander du temps aux élèves immigrants. Pour bien vivre ensemble, il est essentiel de faire preuve d'ouverture, de patience et de tolérance. Certains enfants mangent plus rapidement que d'autres et ont de la difficulté à patienter une fois qu'ils ont terminé de manger. Après un temps minimum de 10 minutes assis à table, ils peuvent demander la permission de quitter la table et de s'occuper sans distraire ceux qui mangent encore. Si l'espace et l'équipement le permettent, prévoir un lieu où les élèves peuvent lire ou jouer à des jeux de table. Lorsqu'il n'y a pas de pression à manger, l'ambiance est plus paisible. L'enfant est le meilleur juge de son appétit. C'est à lui de décider la quantité d'aliments qu'il mange. L'adulte lui fait confiance et l'encourage à respecter sa faim. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le feuillet sur le partage des responsabilités au repas, ainsi que celui sur les pratiques alimentaires et attitudes à privilégier auprès des enfants. Parce qu'une ambiance agréable au repas, ça contribue à une meilleure journée pour tous. L'équipe école et les parents ont chacun leur responsabilité concernant l'alimentation des enfants. Pour ce qui est de l'équipe école, son mandat est de respecter les particularités alimentaires des familles et de laisser le parent être responsable du contenu de la boîte à lunch de son enfant. Une pratique qui est reconnue comme étant non efficace, c'est d'avoir une approche restrictive face aux aliments en interdisant des aliments qui sont jugés non santé par l'école dans la boîte à lunch, comme par exemple chips, bonbons, chocolat, boissons gazeuses. Bien que ça parte d'une bonne intention que les enfants mangent bien, il est démontré que les aliments interdits, en leur accordant plus d'attention, deviennent encore plus attirants, tant pour les enfants que pour les adultes. De plus, cette intervention-là, qui est qualifiée de style autoritaire, risque de nuire à la collaboration avec les parents, qui, eux, risquent de se sentir jugés et non respectés dans leur rôle de parents quant au choix qu'il a pour l'alimentation de son enfant et ce qu'il peut mettre aussi des fois dans la boîte à lunch. Et pour ce qui est des enfants, mais ça risque de nuire à leur relation à la nourriture. Pour encadrer les repas de façon éducative à l'école, l'équipe école a comme mandat de mettre en place un contexte de repas favorable, de montrer l'exemple, de mettre en place des interventions démocratiques et d'amener des expériences positives à l'égard des aliments pour les élèves. La vidéo suivante sur le partage des responsabilités clarifie le rôle de chacun. Le partage des responsabilités à table entre l'adulte et l'enfant permet d'encadrer les enfants lors des repas, les encourager à développer leur autonomie ainsi que des comportements alimentaires sains. Ce principe s'applique à l'école comme à la maison. L'adulte est responsable de déterminer le moment des repas, donc le quand, et aussi le contenu des repas, le quoi, l'ambiance, donc le comment, et le lieu, qui est le où. Tandis que l'enfant est responsable de déterminer les quantités qu'il mange, alors on réfère au combien. L'école offre une routine des repas et des collations qui est bénéfique pour les élèves. En plus de cette structure, il est important d'allouer un temps qui est raisonnable au repas afin de respecter le rythme de chacun. La durée idéale est d'environ 25 minutes assis pour manger.
L'adulte présent au repas peut permettre à l'enfant qui mange lentement de manger à sa faim en lui accordant quelques minutes supplémentaires. Si le temps accordé au repas est très limité, l'école peut tenter de revoir l'organisation de ce moment important en restructurant l'horaire ou en améliorant l'efficacité des actions comme les déplacements des élèves ou l'emplacement des boîtes à lunch, afin que les enfants bénéficient d'un repas sans pression. Les repas et les collations se prennent à table dans un lieu qui est propre, sécuritaire et bien éclairé. Placez les tables afin de faciliter les échanges entre les enfants. S'ils sont très nombreux, disposez les tables en petits groupes pour limiter le bruit. Veillez à minimiser la circulation des enfants lors du repas pour diminuer le bruit aussi. En collaboration avec les enfants, l'adulte présent au repas contribue à créer une ambiance qui est agréable et sécurisante. Les enfants sont libres de discuter tout en gardant un niveau de bruit acceptable afin de maintenir un climat qui est propice au repas. Pour des conseils à ce sujet, consultez le feuillet pour une ambiance agréable au repas. Les parents décident du contenu des repas. Ils choisissent le repas traiteur que leur enfant recevra ou les aliments offerts dans la boîte à lunch, parfois en collaboration avec l'enfant. Si pour une raison quelconque, l'enfant n'a pas de repas, référez-vous au feuillet « Procédure lors de repas oubliés ». Une fois à l'école, il est inapproprié d'interdire à un enfant de manger certains aliments de sa boîte à lunch sous prétexte qu'ils ne sont pas santé. Premièrement parce que c'est difficile de juger du contenu d'une boîte à lunch, surtout lorsqu'elle contient des aliments qui sont cuisinés maison. Ça crée aussi des interdits alimentaires et ça nuit énormément à la relation des enfants avec les aliments. Si un enfant n'aime pas un aliment dans sa boîte à lunch, invitez-le à y goûter, mais sans l'obliger. Rappelez-lui que les goûts changent et qu'il faut parfois goûter plusieurs fois à un aliment pour apprendre à l'aimer. Proposez-lui de faire part de ses goûts à ses parents et de préparer sa boîte à lunch avec eux. Tous les enfants ont droit à un dessert s'il est présent dans leur boîte à lunch, qu'il ait fini ou non leur plat principal. Les enfants peuvent volontairement se garder une petite place pour le dessert. Cette grande responsabilité de déterminer la quantité d'aliments mangés est celle de l'enfant. Lui seul est en mesure de déterminer sa faim. Le rôle de l'adulte est de lui permettre de respecter sa faim plutôt que de dicter les quantités à manger. Vous pouvez aider l'enfant à reconnaître ses signaux de faim et de satiété en lui posant des questions. Par exemple, « Comment sais-tu que tu as faim? » ou « Comment sais-tu que tu as assez mangé? » Vous trouvez qu'un enfant mange peu? Pouvez-vous intervenir ou non? D'abord, sachez que la faim des enfants varie selon de multiples facteurs. Une poussée de croissance, les émotions, l'activité physique ou encore la grosseur d'un précédent repas ou collation, par exemple. Ainsi, ne forcez pas un enfant à manger plus, même pas quelques bouchées de plus. Puisque la faim varie, fiez-vous à une période de 2 à 3 semaines pour évaluer ce qu'il mange. N'oubliez pas que l'enfant mange en d'autres occasions et en d'autres lieux durant la journée. Son repas du midi ne permet pas de dresser un portrait de son alimentation. Et discutez avec ses parents si une situation vous inquiète. En définissant les rôles de chacun et en appliquant le principe du partage des responsabilités, cela contribue à créer des conditions favorables au repas et à avoir envie de se réunir encore et encore. En période de Ramadan, certains enfants jeûnent durant la journée. Pour respecter cette pratique, informez-vous des mesures prévues par l'école dans ces cas. C'est important de prendre conscience que vos gestes et vos paroles peuvent avoir un impact sur l'alimentation des enfants. Il est démontré qu'une approche démocratique et un discours positif à l'égard des aliments est associé à un meilleur profil nutritionnel chez l'enfant. C'est également associé à un risque d'obésité infantile plus faible, contrairement à une approche autoritaire. Par ailleurs, une approche autoritaire et restrictive est associée à un risque plus élevé de surpoids chez l'enfant. On remarque que faire pression sur les enfants pour manger ou pour ne pas manger va augmenter les commentaires négatifs et diminuer le désir de consommer certains aliments. Miser sur les messages positifs par rapport à l'alimentation est plus efficace également à long terme. Le fait de promouvoir un comportement où la stratégie est incluse dans le message va être plus durable
que le fait d'interdire un comportement où l'enfant doit résister à faire quelque chose, comme par exemple le fait de dire ne cours pas dans les corridors ou ne cours pas alentour de la piscine, le cerveau interprète pas très bien cette information-là. Par contre, si on dit marche dans les corridors ou marche alentour de la piscine, mais à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile à long terme de retenir que dans les corridors ou alentour de la piscine, on doit marcher. Donc, c'est la même chose par rapport à l'alimentation et pour toutes les habitudes de vie. Donc, de mettre de l'avant ce que l'on veut que les enfants consomment plutôt que ce qui doit être à éviter va être beaucoup plus efficace. Les 2 vidéos suivantes que je vais vous présenter vont vous aider à valider si vos interventions lors des repas et des collations sont positives et démocratiques. Une alimentation saine, c'est plus que de manger des aliments de bonne qualité nutritionnelle. C'est aussi développer une relation saine avec la nourriture dès le plus jeune âge. Les pratiques, attitudes et paroles des adultes ont une influence sur la relation qu'ont les enfants avec les aliments, et ce à court comme à long terme. En tant qu'intervenant auprès des enfants, façonnez le modèle que vous êtes en portant attention à vos gestes et à vos paroles. Les signaux de faim et de satiété sont les signes que notre corps nous envoie pour nous dire qu'il a faim ou qu'il n'a plus faim. Ce sont les indices à repérer pour savoir quand il est temps de manger ou d'arrêter de manger. Évitez de forcer ou insister pour qu'un enfant mange ou goûte par des phrases du type « mange au moins la moitié de ton assiette » ou « mange tes légumes avant d'aller jouer », parce que cela déconnecte l'enfant de ses signaux de faim et de satiété, en plus d'être susceptible d'associer des aliments à des expériences négatives et de créer des aversions alimentaires. Encouragez plutôt l'enfant à écouter ses signaux de faim et de satiété. Pour ce faire, il faut savoir les reconnaître, manger lentement, bien mastiquer, éviter les sources de distraction et bien évidemment faire confiance aux enfants. Aussi, évitez de jouer avec les sentiments d'un enfant pour qu'il mange avec des phrases du type « Il y a des enfants pauvres qui meurent de faim et toi, tu finis même pas ton assiette » ou « Cet aliment va te faire grandir et te rendre fort ». Cela déconnecte l'enfant de ses signaux de faim et de satiété, en plus d'envoyer des messages incohérents. Parce que faire plaisir n'est pas un bon motif pour manger et les aliments n'ont pas de super pouvoir. Encouragez plutôt les enfants à guider leurs parents à propos des quantités et véhiculer le message qu'il est important de manger varié et de manger à sa faim pour grandir en santé. Tous les aliments sont bons pour apporter une variété de nutriments, d'expériences et de plaisir aux enfants. Il est vrai que la responsabilité première de l'alimentation appartient aux parents. Cependant, par votre rôle de modèle et d'éducateur, vous pouvez influencer les élèves et par le fait même leurs parents en privilégiant ces pratiques. Il faut éviter de restreindre ou interdire des aliments en disant des phrases du style « Si tu ne manges pas ton repas, pas de dessert ». Cela diminue la variété de l'alimentation de l'enfant en plus d'augmenter l'attrait pour des aliments interdits et de mener à la surconsommation. À la place, parlez favorablement des aliments. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Il y a plutôt des aliments à consommer sur une base quotidienne, soit ceux du Guide alimentaire canadien parce qu'ils sont plus nutritifs, et d'autres à l'occasion parce qu'ils le sont moins. Aussi, évitez d'établir un lien entre les aliments et le poids du type « le pain, ça fait grossir » ou « pour toi, une seule portion », parce que cela soulève une préoccupation pour le poids, en plus de créer une association malsaine entre les aliments et le poids et d'encourager la stigmatisation. Attention à ce que vos gestes et vos paroles ne soulèvent pas des inquiétudes chez les enfants par rapport à leur apparence. Même si votre discussion est avec un autre adulte, les enfants écoutent et se questionnent par la suite. La préoccupation à l'égard du poids apparaît chez certains enfants dès l'âge de 4 ans. Le poids est une source d'intimidation très présente dans les écoles.
Faites comprendre aux enfants que les commentaires sur le poids et l'apparence peuvent blesser et sont inacceptables. Valorisez les enfants pour leur qualité intérieure, leur talent ou leur réalisation. Ce sont des attentions qui peuvent paraître subtiles, mais qui font certainement une grande différence pour le bien-être des enfants. Lorsque vous êtes en interaction avec les enfants qui mangent, il y a des façons meilleures que d'autres pour parler des aliments et de leurs habitudes autour du repas. Voici des phrases à éviter car elles mettent les enfants sur des fausses pistes. Et en contrepartie, une foule d'idées de choses à dire pour favoriser le plaisir des enfants à manger, le respect de leur faim, leur découverte des aliments et le développement du goût. Vous saurez les employer au bon moment auprès des enfants différents afin que chacun se sente valorisé. Vos interactions seront plus constructives et le dîner sera plus agréable pour tout le monde. En lien avec le plaisir, ce qu'il ne faut pas dire, tu manges encore la même chose. Tu manges juste des pâtes, t'es vraiment difficile. Ou encore, dépêche, tous tes amis ont fini sauf toi. Ou encore, le premier qui a fini de manger, je lui confie une tâche. Et pire encore, on mange en silence. Ce que vous pourriez plutôt dire, qu'as-tu aimé le plus dans ton lunch et pourquoi? Prends ton temps pour bien savourer chaque bouchée. Participe à faire ton lunch, tu vas être fier de toi. Ton lunch est si appétissant quand il y a autant de couleurs. Parle doucement. Si tu as faim, c'est le temps de te concentrer sur ton lunch car ensuite, on va jouer dehors. Quel beau moment on passe tout le monde ensemble. Veux-tu présenter aux amis ce que tu es en train de manger? C'est un plat qu'on aimerait découvrir. Pour que les enfants écoutent leur faim, voici ce qu'il ne faut pas dire. Mange au moins la moitié de ton lunch. Il en reste beaucoup dans ton lunch, mange encore 2-3 bouchées. Ne me dis pas que tu as encore faim pour ton dessert si tu n'as plus faim pour ton lunch. Ne mange pas trop, tu vas grossir. Ne bois pas en mangeant parce que tu n'auras plus faim. Allez, force-toi un peu, tes parents ont payé pour ce repas. Et maintenant, ce que vous pouvez dire. As-tu une petite faim ou une grosse faim ce midi? Mange à ta faim, c'est toi qui décides. Prends ton temps pour déguster, c'est pas une course. C'est correct de te garder une petite place pour ton dessert plutôt que de te forcer. Pour que les enfants aient envie de bien manger, voici ce qu'il faut éviter de dire. C'est pas très santé ce que tu as là. Le pain et les pâtes, ça fait grossir. Mange ton brocoli pour être fort. Mange au moins ta pomme, c'est bon pour la santé. Et mange au moins tes légumes. Voici ce que vous pourriez plutôt dire. Ça fait tellement de bien boire de l'eau quand on a soif. Ça a l'air bon ce que tu manges. Qui l'a préparé? Tu cuisines toi aussi? Wow, champion! Quelle belle recette tu as là. Comment ça s'appelle? Tes légumes ont donc bien l'air bons. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Il y a seulement des aliments qu'on mange plus souvent et d'autres, moins souvent. Une belle idée d'activité avec votre groupe ou l'ensemble du service de garde, si le contexte socio-économique de votre milieu s'y prête, c'est d'organiser une semaine de cuisine maison, à l'occasion ou même éventuellement chaque mois, pourquoi pas. Il pourrait par exemple y avoir des enfants qui présentent et qui expliquent une recette qu'ils ont faite, ou encore un partage de recettes. Vous pourriez trouver ensemble une recette vedette que tout le monde pourrait cuisiner et manger ensemble le même jour. Ce pourrait aussi être de prendre des photos des plats que les enfants ont cuisinés à la maison ou d'autres activités que vous pouvez vous-même imaginer. Profitez de l'heure du repas ou de la période après les classes pour parler de l'origine des aliments et de la façon dont ils poussent ou qu'ils sont produits. Parce que les carottes, ça ne pousse pas dans un frigo. Vous pourriez aussi organiser des petites activités pour faire repousser par exemple un cœur de laitue ou semer des haricots pour faire réaliser aux enfants que les aliments n'apparaissent pas par magie. Ça donne aussi plus de valeur aux aliments. Valorisez les aliments en expliquant aux enfants que de nombreuses personnes ont travaillé fort pour que ces aliments arrivent dans notre assiette. Enseignez que certains aliments sont produits tout près de chez nous et que d'autres arrivent de très loin en avion ou en bateau.
À l'aide de contenants que vous pouvez apporter, faites remarquer que certains aliments ont plus d'emballage que nécessaire et valorisez les contenants réutilisables parce que ça cause moins de déchets. Faites penser aux enfants qu'en participant à la préparation de leur lunch, ils peuvent aider leurs parents à mettre les quantités dont ils ont besoin dans leur repas. Il y a aussi ainsi moins de gaspillage. La fiche présentée à l'écran résume les messages à communiquer aux enfants. N'hésitez pas à la télécharger et à la mettre à la vue des parents et de l'équipe école. Pour vous aider à promouvoir un meilleur partage des responsabilités quant à l'alimentation à l'école, un modèle de résolution pour conseil d'établissement a été développé. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et évidemment à adopter les résolutions qui sont mentionnées. Une des interventions les plus importantes pour développer des comportements alimentaires sains est d'encourager les élèves à être à l'écoute de leurs signaux de faim et de satiété. Comme le démontre le schéma présenté à l'écran, plusieurs actions peuvent être faites par l'équipe école en ce sens. Donc, évidemment, on travaille pour l'horaire, avoir une structure d'horaire de repas et de collation qui permet aux enfants d'avoir faim quand ils arrivent au moment des repas. D'encourager les élèves à manger à leur rythme, donc de travailler sur la durée du repas. On veut également réduire les distractions, alors permettre aux enfants de manger dans un environnement qui est calme, avoir évidemment des messages qui sont positifs et donc une approche qui est démocratique. Pour approfondir les sujets, je vous présente les vidéos sur la faim et sur la satiété. La faim exprime un besoin physique de nourriture. Elle diffère de l'appétit qui est une envie de manger un aliment particulier plus qu'un réel besoin physique. On a d'ailleurs un feuillet sur l'appétit. Les signes de la faim sont les gargouillis, le manque d'énergie, la fatigue, la difficulté à se concentrer, la sensation de creux dans le ventre et l'irritabilité. La faim, c'est comme la météo, ça varie. Voici les facteurs qui peuvent influencer la faim des enfants. Leur poussée de croissance, l'activité physique qu'ils font, les repas ou les collations précédents, les heures à laquelle ils ont mangé et ce que ça comprenait aussi comme aliment, leur état de santé. Par exemple, lorsqu'ils sont malades, ils ont moins faim. Ou certains médicaments aussi peuvent augmenter ou au contraire diminuer la faim. L'enfant est le seul à connaître sa faim car il est le seul à percevoir les signaux que son corps lui envoie. On ne peut donc pas lui dicter la quantité à manger. Il décide ce qu'il prend de sa boîte à lunch ou de son repas du traiteur. Lorsque l'enfant s'implique dans la préparation de sa boîte à lunch, il peut guider son parent concernant les quantités d'aliments à y placer. Mais puisqu'il ne peut pas prévoir sa faim exacte, il faudra accepter qu'il en laisse peut-être. Remplacer « mange au moins la moitié de ton lunch » par « mange à ta faim ». De bonnes questions à poser à l'enfant sont par exemple « Comment sais-tu que tu as faim » ou « As-tu une petite, une moyenne ou une grosse faim » ? Voici une échelle des sensations qu'on ressent en rapport avec la faim. L'idéal est de se situer entre les sensations 2 et 4 et d'éviter les extrêmes. Un enfant qui a très faim, donc les sensations 0 ou 1, a tendance à manger très vite puis à se sentir trop plein. C'est d'ailleurs pour éviter les extrêmes que les collations sont importantes. Et vous pouvez consulter notre feuillet sur les collations. Il ne faut pas empêcher l'enfant de boire en mangeant. Au contraire, il faut lui permettre. Boire peut aider à mastiquer, à avaler et à s'hydrater. Dans le cas où un enfant a tendance à boire beaucoup en mangeant au point où il ne mange presque pas et qu'il a faim 1 heure après le repas, on peut lui suggérer de boire un petit peu moins en mangeant pour laisser de la place aux aliments. Faites penser aux enfants de boire entre les repas aussi. Plusieurs médicaments, dont ceux pour traiter les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, coupent la faim de bien des enfants sur l'heure du midi.
On adopte la même attitude avec ses enfants qu'avec les autres. On ne les force pas à manger. Si vous avez des questions concernant la médication, parlez-en à l'infirmière. Et pour plus d'informations à ce sujet, consultez le feuillet « Le repas et les conditions particulières chez l'enfant ». La satiété est l'absence de faim. L'enfant ressent la satiété quand il retrouve son énergie et qu'il a comblé le vide dans son ventre après un repas ou une collation. Voici des signes que l'enfant a atteint sa satiété. Il commence à jouer avec sa nourriture, il ralentit le rythme auquel il mange ou il veut se lever de table. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la satiété. Le contenu du repas. Par exemple, un repas soutenant prolonge la satiété, alors qu'un repas léger raccourcit sa durée. Il y a aussi les délais entre deux occasions de manger. Au-delà de 3 heures, il est probable que la satiété diminue et que la faim se fasse sentir. S'arrêter de manger à temps, c'est quand on est rendu à 4, c'est-à-dire quand on se sent bien. Voici des trucs pour aider l'enfant à s'y reconnaître afin de s'assurer qu'il mange à sa faim sans se rendre à plein ou à trop plein. Encourager l'enfant à manger lentement. Allouer au moins 25 minutes à la période du repas. Permettez, voire encourager l'enfant à cesser de manger quand il n'a plus faim, et ça même s'il en reste. Demandez à l'enfant comment il se sent après le repas et comment il sait qu'il a assez mangé. Encouragez l'enfant à bien mastiquer et à prendre son temps pour manger afin de savourer les aliments. Ne pas être. Ne pas être une interférence entre l'enfant et ses signaux de faim et de satiété. Évitez tout commentaire qui incite l'enfant à manger moins ou davantage qu'il le veut. Être. Être conscient de la capacité de l'enfant à écouter ses signaux et à combler ses besoins. Respectez le fait qu'il décide de la quantité qu'il mange. C'est normal d'avoir faim 3 heures après un repas. Si on a faim trop rapidement après un repas, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Les causes peuvent être diverses, tout comme le sont les solutions. En voici que vous pouvez partager au besoin. Cela peut être dû à la collation du matin qui est trop rapprochée du dîner. Elle coupe la faim au dîner tout simplement. Nous suggérons dans ce cas de manger une collation plus tôt ou encore plus légère, par exemple un fruit. Une autre cause peut être que l'enfant boit beaucoup en mangeant ou qu'il y a une soupe de type bouillon comme repas. Dans ce cas, suggérez de boire un petit peu moins en mangeant et de penser plutôt à boire entre les repas. Il faut privilégier les soupes qui sont rassasiantes de type repas. Aussi, il se peut que le repas ne soit pas suffisamment soutenant, qu'il manque d'aliments ou que les portions soient trop petites. Il faudra donc inclure suffisamment d'aliments dans le repas et impliquer l'enfant dans la préparation de sa boîte à lunch. Avoir faim après le repas peut aussi être dû au fait que le repas manque d'aliments rassasiants. Il faudrait donc inclure des aliments rassasiants dans le repas du type viande, poulet, tofu, œufs, légumineuses et autres viandes et substituts notamment. Autre cause, l'enfant est déconcentré durant le repas ou il manque d'appétit. Pour ça, créez une ambiance qui est agréable, calme et peu bruyante. Tamisez légèrement les lumières. Vous pouvez aussi discuter avec l'enfant pour voir si tout va bien. Enfin, il se peut que l'enfant soit pressé durant le repas d'aller jouer, d'accomplir une tâche spéciale ou que ce soit simplement lié à une valorisation de la rapidité à manger. Il faut alors rappeler aux enfants que le repas n'est pas une course. Au contraire, il faut les encourager à manger à leur rythme. Évitez de confier des tâches ou des privilèges aux premiers qui finissent parce que ça les incite à se dépêcher à manger. Pour développer des comportements alimentaires sains chez les enfants, un autre élément très important, c'est de développer les goûts. Donc, d'aider les enfants à découvrir des nouveaux aliments et également à apprécier graduellement les aliments qui sont nutritifs. La vidéo suivante va résumer comment se développe le goût.
Développement. Un long mot pour illustrer que le développement du goût, ça peut être long. Les enfants ont besoin de regarder, toucher, sentir les aliments pour les découvrir à leur rythme avant d'avoir le courage ou l'envie d'y goûter. Ils utilisent tous leurs sens pour apprendre à connaître les aliments. Les enfants aiment ce qu'ils connaissent, alors la familiarisation, c'est la clé. 1. Le nombre d'expositions que ça peut prendre avant qu'un enfant aime un biscuit au chocolat. 10. Le nombre d'expositions que ça peut prendre avant qu'un enfant aime le quinoa. Et 100. Le nombre d'expositions que ça peut prendre avant qu'un enfant aime les choux de Bruxelles. Les enfants naissent avec une attirance innée pour le sucre. Par contre, ils ont besoin de plus de temps pour s'habituer à l'amertume des légumes. Tu ne peux pas savoir si tu n'aimes pas ça. Tu n'y as pas goûté. C'est une réplique peut-être familière, mais malheureusement contre-productive, parce que sous pression, les enfants sont souvent réfractaires à goûter. De plus, ça nuit au plaisir au repas. Les enfants risquent d'associer l'aliment à une émotion négative. Mieux vaut les encourager sans les forcer. Dites-leur par exemple pourquoi vous aimez cet aliment. Vous pouvez aussi les féliciter d'avoir goûté. Bref, misez sur du positif. Familiariser l'enfant aux aliments de diverses façons. Par exemple, en parlant des aliments et en faisant parler les autres enfants des aliments pendant le repas. Suggérer à l'enfant de participer à la planification et la préparation des repas, de son lunch ou de ses collations. Si possible, en après-midi au service de garde, organisez des petites dégustations avec les enfants ou autres activités qui amènent à parler des aliments. La néophobie alimentaire, c'est la peur des nouveaux aliments. Entre 2 et 10 ans, 3 enfants sur 4 vivent un ou plusieurs épisodes de néophobie. Ça fait partie de leur développement normal. Sachant que la néophobie peut survenir ou durer jusqu'à l'âge de 10 ans, un enfant qu'on perçoit comme difficile est possiblement néophobe. Mais il y a d'autres raisons possibles qui expliquent qu'un enfant lève le nez sur certains aliments. Par exemple, l'enfant qui est forcé de manger certains aliments. Il les associe à une obligation et ne ressent donc aucun intérêt et encore moins de plaisir envers ceux-ci. Ça peut aussi être que les portions qui sont servies à l'enfant sont particulièrement généreuses, ce qui peut le décourager à manger. Ça peut également être que l'enfant est habitué à manger toujours les mêmes aliments. Il les aime, alors on lui sert. On lui en sert souvent, alors il les aime encore plus. Ça devient un véritable cercle vicieux si on se limite à ces aliments et les nouveaux aliments ont du mal à se faire une place dans son répertoire. Il y a également l'enfant qui est peu concentré durant le repas parce qu'il a hâte d'aller jouer. La faim et l'appétit varient. On a d'ailleurs des feuillets consacrés à ces sujets. Vous avez sûrement dans votre groupe un enfant qui a le même lunch jour après jour ou qui prend systématiquement le même repas du service traiteur. Cela vient peut-être du fait que les parents veulent s'assurer que l'enfant mangera. En effet, il y a un aspect rassurant à la fois pour les parents et pour l'enfant, mais ça restreint grandement le répertoire alimentaire de l'enfant. Selon les besoins exprimés par les parents, il est possible de partager ce feuillet avec eux. Utiliser la fiche à l'écran, le parcours des sens, pour aider les élèves à connaître le vocabulaire et à découvrir les aliments avec leurs 5 sens. Je vous présente à l'écran 6 trucs pour apprendre l'alimentation saine et éco-responsable aux élèves. Plusieurs ont déjà été mentionnés dans les diapositives précédentes. Mais je tiens à attirer votre attention sur le premier truc, qui est de communiquer de l'information fondée sur le guide alimentaire canadien. Ça peut être très tentant pour des intervenants de partager de l'information qu'ils ont reçue de la part de différentes personnes de leur entourage ou même de professionnels de la santé ou lus sur Internet en lien avec l'alimentation.
Et donc, le fait de partager ces informations-là aux enfants, ça peut vraiment créer de la confusion dans la tête de l'enfant qui risque de recevoir de l'information peut-être contradictoire ou en tout cas un nombre élevé d'informations qui n'est pas nécessairement adapté à son âge non plus. Et donc, c'est vraiment important d'y aller avec l'information qui est fondée sur le Guide alimentaire canadien et je vous encourage à aller sur la page web de Santé Canada qui propose le Guide alimentaire canadien pour finalement développer les messages, s'approprier les messages qui sont en lien avec le nouveau Guide alimentaire canadien. Un autre élément, c'est de faire régulièrement des activités éducatives et culinaires qui impliquent le jeu et l'exploration. Et si c'est juste une fois par année qu'on fait un atelier culinaire, ben, il y aura peu d'impact sur les habitudes alimentaires des enfants. Donc, c'est vraiment important de se coordonner avec l'ensemble de l'équipe école pour voir à ce qu'il y ait plusieurs activités éducatives et culinaires qui sont faites tout au long de l'année scolaire et pendant tout le parcours que les élèves ont au niveau primaire. Évidemment que je tiens encore à le rementionner que de montrer l'exemple, c'est vraiment très important. Et donc, pour avoir aussi une cohérence avec ce qui est appris à l'école, on souhaite vraiment que l'équipe école offre des aliments nutritifs et éco-responsables vraiment la majorité du temps pendant les événements et les ateliers culinaires aux enfants, qui sont offerts aux enfants. On souhaite également engager les élèves à faire des actions à la maison, mais aussi à l'école. C'est vraiment une autre façon de faire du réinvestissement et de les engager à adopter des meilleures habitudes alimentaires. Donc, pour connaître les outils existants et vous aider à parler de l'alimentation saine et éco-responsable aux élèves, je vous présente 4 vidéos qui sont d'une durée d'environ 4 minutes chacune. On assure l'équilibre en faisant de la place aux aliments de l'assiette pour bien manger. Prenez l'habitude de savourer une variété d'aliments sains tous les jours. Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments grains entiers et des aliments protéinés. Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-en moins souvent et en petite quantité. Variété entre les groupes, bien sûr, mais également à l'intérieur de chacun d'eux. Parmi les aliments protéinés, on alterne entre les œufs, les viandes et les volailles, les poissons et les fruits de mer, les légumineuses, les noix et les graines, les produits laitiers comme le lait, le yogourt, le fromage ou encore les boissons de soya enrichies, le tofu et autres produits de soya. Les aliments de l'assiette pour bien manger ont tous un petit quelque chose d'unique. En incluant une grande gamme d'aliments, on profite des atouts de chacun. Retenez que variété rime avec assiette colorée. Pour en savoir plus sur la variété, consultez le feuillet sur l'importance de la variété. Chaque personne, adulte ou enfant, a des besoins uniques. On souhaite que les portions mangées correspondent aux besoins de chacun, ni plus ni moins. Pour cela, la seule façon est de respecter sa faim. Au quotidien, le guide privilégie les aliments de base, nourrissants et les moins transformés possibles. Les autres aliments sont mangés moins souvent, mais ils ne sont pas interdits pour autant, ni même mauvais. Bien manger et bouger le fait encore plus. Joignez l'utile à l'agréable en faisant des courses et autres déplacements à pied, en allant jouer au parc ou au gymnase, en faisant des randonnées en famille, en dansant sur votre musique préférée pour vous dégourdir après le dîner au service de garde, en empruntant les escaliers plutôt que l'ascenseur ou l'escalier mobile. Pour votre culture générale ou pour discuter avec les parents au besoin, découvrez les 4 P, mais pas ceux que vous pensez. Prendre plaisir à cuisiner des aliments de base. C'est la meilleure façon de savoir ce qui compose notre repas et de s'assurer de la qualité de notre alimentation.
Ça permet de conserver de savoureuses traditions culinaires et recettes de famille. Le plaisir de cuisiner et de partager le repas avec la famille et les amis offre des moments de convivialité et d'échange et même d'apprentissage. Des occasions aussi aux enfants pour observer et découvrir des habitudes et des aliments différents des leurs. Ça pique leur curiosité et ça ouvre les esprits. Produire des aliments nécessite plusieurs ressources précieuses et chaque mangeur est responsable d'en prendre soin. Choisir des poissons issus de pêche durable, privilégier des aliments locaux et peu emballés, bien planifier pour moins gaspiller, donner une chance aux aliments imparfaits comme les pommes déformées ou les carottes croches. Il n'existe pas de bons ou de mauvais aliments car il n'y a pas un seul aliment qui garantit la santé ni un seul qui la gâche à lui seul. On évite de faire un zoom sur des aliments ou sur un repas isolé. La qualité de l'alimentation s'évalue sur quelques semaines. Bref, on ne vire pas fou parce que le guide alimentaire, c'est un guide, c'est pas une loi. L'assiette se divise en 3 parties pour faire suffisamment de place aux différents groupes qui ont chacun des rôles à jouer. Pour un repas complet, il suffit d'accompagner l'assiette équilibrée d'un fruit et d'un verre de lait ou d'une autre boisson de soya. C'est aussi une façon d'assurer l'équilibre et la variété d'un repas à l'autre. On traduit les recommandations du Guide alimentaire canadien en outils visuels et pratico-pratiques. La variété et l'équilibre vont de soi. Où sont les 3 compartiments de l'assiette équilibrée dans un sandwich ou lors d'un repas dans un contenant thermos? Ils sont invisibles, mais les 3 catégories d'aliments peuvent tout de même s'y retrouver. Le tortilla, le poulet et les poivrons sont rassemblés en un wrap? Tout y est. Le tofu, les légumes et le riz constituent un alléchant sauté? Bingo! C'est simple finalement. Pour rassasier, les viandes et substituts, les produits céréaliers agréés entiers, ainsi que le lait et ses substituts permettent de calmer la faim longtemps. Pour colorer, les fruits et les légumes ajoutent beaucoup de nutriments et ils transforment les assiettes en un festin pour les yeux. Pour hydrater, le lait ou les boissons végétales enrichies, ainsi que les fruits et les légumes sont les complices des verres d'eau pour hydrater. D'ailleurs, à cet effet, vous pouvez consulter le feuillet « Qu'est-ce qu'on boit ». Pour énergiser, tous y contribuent. Et en parlant de travail d'équipe, tous les aliments, avec leur contenu unique en vitamines et en minéraux, se complètent et contribuent ensemble à la saine alimentation et au plaisir. Macaroni sans viande? Pâté chinois sans produits céréaliers? Il manque un aliment de l'assiette équilibrée à l'occasion au repas? Pas de panique, on se reprendra. Que l'on complète au dessert ou à la collation ou même le lendemain, les occasions sont nombreuses pour équilibrer l'alimentation. Les parents s'assurent de la qualité de l'alimentation de leurs enfants sur quelques semaines et non pas avec une seule assiette. La pomme de terre, tout le monde se l'arrache. Certains la voient parmi les légumes, mais d'autres la considèrent comme un féculent, la classant comme un produit céréalier. Alors, on fait quoi? La pomme de terre, c'est un légume. On la considère comme telle. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument manger du pain en plus des pommes de terre. Le produit céréalier peut très bien venir au dessert, par exemple une galette à l'avoine, un pudding au riz ou encore un pain aux bananes. Et on prend aussi soin d'inclure un deuxième légume coloré dans l'assiette. Un dessert, c'est toujours bon, mais ce n'est pas toujours du bonbon. Au contraire, la majorité du temps, il s'agit d'un aliment nourrissant qui contribue à combler les besoins des enfants au même titre que le repas principal. À l'occasion, un dessert comme un biscuit au chocolat ou un petit morceau de gâteau est aussi acceptable. Quand le dessert est dans la boîte à lunch ou inclus au repas du traiteur, l'enfant peut le manger. Pas question de négocier quelques bouchées supplémentaires du repas. Si on force à manger, l'enfant peut se sentir plein avant d'entamer son dessert.
N'est-ce pas préférable de l'encourager à se garder une petite place pour son dessert et ainsi respecter sa faim? C'est quand on mange sans faim que les aliments deviennent des gourmandises. Vous pouvez consulter le feuillet La satiété à cet effet. Combien? L'enfant connaît la réponse. Comme d'habitude, c'est lui qui décide des quantités. Vous pouvez consulter le feuillet sur la faim. Un enfant qui mange peu pour déjeuner a plus faim à la collation du matin qu'un enfant qui a eu un petit déjeuner soutenant. Même chose pour la collation de l'après-midi en lien avec le dîner. Comment? Prendre un temps d'arrêt, par exemple de 5 à 10 minutes pour accorder l'importance qu'il se doit à la collation. Favoriser une ambiance agréable sans pression à manger. Pourquoi? Les enfants grandissent et bougent, ça demande beaucoup d'énergie. Ils ont des grands besoins, mais un petit estomac. Les collations leur offrent plusieurs occasions de manger. Quand? La réponse, c'est à mi-chemin entre deux repas. Quoi? Des aliments nourrissants la majorité du temps. Des aliments qui complètent le repas de la journée. Des aliments légers si le dîner est rapproché. Des aliments soutenants si le souper est plus éloigné. Si vous souhaitez avoir plus de détails, voici une fiche récapitulant les collations légères et les collations soutenantes que vous pouvez proposer. Parmi les collations légères, on retrouve par exemple des fruits frais, les compotes de fruits non sucrés, les céréales sèches peu sucrées et autres. Quant aux collations soutenantes, elles incluent les fruits frais avec du lait, les compotes accompagnées de yogourt nature, des céréales avec du smoothie maison par exemple. Aux collations comme au repas, la variété assure aux enfants plaisir et éléments nutritifs. Dans chacun des groupes alimentaires, il y a beaucoup de choix intéressants. Les produits céréaliers sont parfois laissés pour compte parce qu'on les pense trop sucrés. Pourtant, ceux qui offrent des fibres et dont le sucre n'est pas le premier ingrédient ont certainement leur place. Pensez à la délicate poire placée dans le sac à dos pour la collation et au traitement absolument pas délicat que les enfants font de ce fameux sac à dos. Résultat, une poire qui perd grandement de son attrait. Même chose pour des biscuits qui se retrouvent en miettes, une banane écrasée, des fraises en compote, une pomme abîmée et un muffin aplati. Si ça arrive souvent à un enfant, glissez-en un mot aux parents. Les plats de plastique réutilisables sauvent tellement de collations. Un mot, eau. L'eau est le meilleur choix pour étancher la soif et on la privilégie. Les besoins varient d'un enfant à l'autre et d'une journée à l'autre. Il faut d'abord leur offrir à boire au repas et aux collations, puis leur permettre de boire à d'autres moments au besoin. En moyenne, les enfants boivent entre 7 et 10 verres d'environ 125 ml de liquide par jour en fonction de leur soif. Pour qu'ils soient bien hydratés, on peut leur demander s'ils ont soif à divers moments durant la journée. On peut leur donner l'opportunité de boire quand ils ont soif. On peut leur faire remarquer quand ils passent devant une fontaine. On peut leur suggérer d'avoir une gourde dans leur sac d'école ou dans leur boîte à lunch. En plus de l'eau, plusieurs boissons contribuent à la saine hydratation des enfants. Le lait et les boissons de soya enrichies. D'autres boissons végétales enrichies comme les boissons d'amandes ou de riz. Le jus 100% pur ou le lait au chocolat dilué, mais dans ces deux cas, pas plus d'un petit verre de 125 ml par jour et idéalement pas tous les jours. Les bouillons peuvent aussi hydrater, mais attention au sel. Également les infusions aux fruits refroidis. Une suggestion pour jazzer l'eau, vous pouvez y ajouter des tranches de fruits dans des bouteilles, par exemple les fraises ou du melon, ou même des tranches de concombre ou des fines herbes fraîches comme la menthe. Diluez les jus 100% purs avec de l'eau. De même, diluez le lait au chocolat ou les boissons végétales aromatisées avec la version nature pour que ce soit moins sucré. Optez pour des bouteilles réutilisables.
Encourager les enfants à boire durant les repas, et ça, on en parle aussi dans le feuillet sur la faim. Rappelez aux parents l'importance de bien laver les bouteilles avec de l'eau chaude et du savon pour éviter que des bactéries ou des moisissures s'y développent. Pratique et populaire, les boîtes à boire ont cependant des inconvénients. Concernant la portion, à 200 ml, on dépasse déjà le petit verre de 125 ml. Imaginez les plus grosses bouteilles. Concernant l'environnement, qu'elles finissent à la poubelle ou à la récupération, elles n'ont qu'un seul usage. Concernant le prix, elles coûtent plus cher que les formats familiaux et tellement plus que l'eau. On réserve les boissons nutritives comme le lait ou les boissons de soya enrichies au repas ou aux collations puisqu'elles ont un effet rassasiant. L'eau, elle, a sa place en tout temps. On permet aux enfants de boire entre les bouchées lorsqu'ils mangent parce que ça peut les aider à mastiquer, à avaler et bien sûr à s'hydrater. Dans le cas où un enfant a tendance à boire beaucoup en mangeant, au point où il ne mange presque pas et qu'il a faim 1 heure après le repas, on peut lui suggérer de boire un peu moins en mangeant pour laisser de la place aux aliments. En ce qui concerne la collaboration avec les parents, c'est vraiment ultra important que l'équipe école respecte les particularités alimentaires des familles. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'informer les parents des aliments qui sont offerts par l'école. Ça va les aider à mieux planifier finalement leur boîte à lunch et leur repas. Aussi, les informer des activités éducatives sur l'alimentation que vous réalisez et impliquer les parents quand c'est possible. Évidemment, on n'y pense pas tout le temps, mais leur transmettre les recettes qui sont effectuées par les enfants lors des ateliers culinaires, souvent, ça va encourager les enfants à refaire ces recettes-là à la maison. Et donc, on va avoir plus d'impact au bout du compte, surtout effectivement quand on offre des recettes qui sont saines et éco-responsables à l'école dans ces ateliers culinaires-là. Éventuellement, on peut leur transmettre de l'information et des recettes sur la confection des lunchs et sur l'alimentation éco-responsable. D'ailleurs, les vidéos que je vous ai présentées pendant la formation peuvent aussi être partagées auprès des parents. Donc, n'hésitez pas à les partager via les différents moyens que vous avez à votre disposition pour rejoindre les parents, que ce soit par courriel, page Facebook et autres moyens, là, des babillards, des écrans aussi, là, si on souhaite présenter des vidéos. Puis, ben, je reviens sur le fait que c'est très important d'être cohérent et donc d'offrir des aliments nutritifs et éco-responsables pendant les événements et les ateliers culinaires que vous réalisez à l'école. Je vous présente à l'écran des fiches qui sont à partager avec les parents, qui sont disponibles dans la boîte à outils sur gardescolaire.org. Donc, un recueil de fiches et également 3 fiches pour promouvoir et poser des gestes en lien avec des pratiques éco-responsables. Je vous invite à profiter du site web gardescolaire.org. Vous pourrez lire mes billets de blog Je goûte, j'apprends et aussi télécharger les outils sur l'alimentation et le contexte des repas. Pour être tenu informé de l'actualité, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir l'infolette et à aimer la page Facebook de la QGS. Je vous invite aussi à télécharger le cahier du participant de cette formation-là et d'aller remplir le quiz en ligne qui vous donnera accès à une attestation de formation. Vous pouvez me contacter au lucie.lorrain@gardescolaire.org pour avoir l'accès à de l'information supplémentaire ou même pour établir une collaboration. Donc, je vous remercie de votre attention et au plaisir peut-être d'en discuter davantage éventuellement.